Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un vrai hacker, qui va nous livrer sa vision de l'écosystème. Comment vas-tu Thibaut ? Écoute, ça va très bien. Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Crypto, notre émission hebdomadaire à travers laquelle on essaie de vous expliquer comment et pourquoi Bitcoin et les crypto-monnaies vont s'imbriquer dans votre quotidien. Voilà, et d'ailleurs, si vous avez des sujets intéressants que vous souhaiteriez nous voir traiter ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, n'hesitez pas à nous les proposer en commentaire. Et donc aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, on reçoit un hacker et pas n'importe lequel. On reçoit Rabin des Bois qui est peut-être vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu ses contenus sur les réseaux, peut-être vous l'avez vu sur les livres, je vous les mets là. Ces deux derniers ouvrages que je vous invite à lire si vous vous intéressez au sujet. Hyper intéressant, on y reviendra, on va évoquer pas mal de notions qu'il a mentionnées dans ce livre. Bonjour Rabin, comment tu vas ? Bonjour à vous deux, merci beaucoup pour l'invitation. Quelle introduction, la synagogue est flattée. Merci. Eh bien écoute, parfait. Alors, question d'usage chez nous, Rabin des Bois, je ne sais pas comment il faut que je t'appelle. Rabin, très bien. Quel est ton parcours ? Et en particulier, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu es tombé dans l'écosystème crypto. Alors, mon parcours, il est assez tumultueux. Disons qu'il se pourrait que je sois rabbin de la synagogue de Sherwood, mais il se pourrait aussi que j'ai eu un petit passé dans l'univers du cybercrime. Et il se pourrait que j'ai découvert les crypto-monnaies justement dans cet environnement-là. Alors, c'était très, très early. On parle, donc c'était sur Evolution Market, c'était 2014-2015, même 2013. Malheureusement, je n'avais pas encore la conscience financière pour réaliser ce à quoi j'étais en train de toucher. Je vais être très honnête avec vous. La plupart des gens qui disent qu'ils étaient dans le Bitcoin avant que ça valait 1 000 $, soit ils sont tous multimillionnaires, soit c'est des mecs qui ont loupé le cash comme moi. Et malheureusement, je fais partie de cette catégorie-là. Et en fait, j'avais la conscience de réaliser que j'avais ce que j'appelle la conscience numérique, c'est-à-dire en fait réaliser l'impact de la data, des clics et plus naturellement en fait le fait qu'on devient un produit de l'algorithme, mais j'avais pas réalisé en fait le fait que Bitcoin pouvait être une révolution financière sans précédent. Donc c'est comme ça que je me suis introduit. C'est comme ça que tu as démarré dans l'écosystème. Alors moi j'ai une question en préambule de cette discussion qu'on va avoir. C'est quoi un hacker ? Alors, vous avez une version de la définition du hacker aujourd'hui qui est assez... on imagine un geek qui fait que de la technique, qui passe 24 heures par jour derrière l'écran. Et concrètement, un petit génie de l'informatique. Ça, je trouve que c'est un petit peu une caricature. Je pense qu'avant tout, être un hacker, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'un hacker, c'est quelqu'un, on va lui donner un système. Et s'il trouve une faille, le but déjà, c'est de trouver une faille. Il y a ceux qui vont l'exploiter pour en faire quelque chose de bien et ceux qui vont l'exploiter pour leur propre gain. Mais avant tout, je dirais qu'être hacker, en fait, c'est voir quelque chose. Alors, ça peut être un humain, ça peut être un système informatique, ça peut être ce qu'on veut, et essayer de trouver une faille et exploiter cette faille. Je dirais que c'est surtout ça, en fait. Parce qu'en fait, effectivement, hacker, ça a une connotation assez négative. Tout à fait. Mais en fait, ça contribue aussi énormément à faire avancer les choses, à faire évoluer l'écosystème. Et je crois savoir qu'il existe des méchants hackers et des gentils hackers, des white hacks. C'est quoi la différence entre tout ça ? Aujourd'hui, on catégorise les hackers en trois grandes familles. La première serait les black hats, donc les hackers qui en fait se focus sur ce qui est illégal, principalement. Vous allez avoir après les white hats, donc ça, c'est ceux qui sont des hackers éthiques et qui ne vont jamais faire de l'illégal et qui vont être plutôt dans la cybersécurité, le bug bounty. Enfin, même le black hat est dans la cybersécurité, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a le camp, en gros, du mal, le camp du bien, et au milieu, vous avez un petit peu les grey hats qui naviguent entre ces deux royaumes. Mais c'est assez caricatural. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le hacker est nécessaire. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à le voir de façon démoniaque, mais il est nécessaire parce que s'il y a un problème au bout d'un moment sur le système, il y a forcément quelqu'un qui va l'exploiter. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux que la personne qui l'exploite soit dans ton camp ou dans le camp en face ? Donc, plus vite on arrête, en fait, de dépeindre les hackers comme étant quelque chose de néfaste, et plus on va réaliser qu'on en a en fait besoin pour s'en sécuriser. Et c'est comme ça en fait qu'on va les rémunérer à leur juste valeur, 2, les considérer comme ce qu'ils devraient être, et 3, en fait, tout simplement réaliser que c'est les pompiers numériques de notre génération, on a besoin d'eux. Alors dans quel camp tu es ? Gandalf, Saruman ou Sauron ? Très belle analogie déjà, merci beaucoup. Malheureusement, je crois que je suis dans aucun de ces 3 cas-là en fait. Je suis pas un grand magicien, pas un grand mage noir malheureusement. En fait, moi, je me considère juste comme un messager.
j'ai essayé en fait de développer ce que j'appelle la conscience numérique, de justement ce dont on parle en fait, réaliser qu'aujourd'hui le monde est principalement drivé par les écrans et les actions qu'on fait sur nos ordinateurs et nos téléphones. On n'est plus du tout le produit de l'environnement, mais le produit de l'algorithme. Ça, c'est ma théorie personnelle. Mon but à moi, personnellement, c'est juste de délivrer ce message-là. On va te demander après de décliner ça un peu. Hein. On va revenir. Pour revenir un petit peu sur les cryptos, donc tu as parlé que ton premier point d'entrée, il était sous cet angle-là. Les cryptos, et notamment Bitcoin, a longtemps été associé à la monnaie du Darknet. Alors déjà, peut-être redéfinir très rapidement ce qu'est le Darknet. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, mais pour beaucoup, ça l'est encore. Concrètement, comment ça se matérialisait l'activité de Bitcoin sur le Darknet et est-ce qu'il était réellement très présent dans cet environnement-là? Alors, beaucoup de questions. J'adore ce topic. Déjà, je vais vous dire merci beaucoup. Pour vous répondre dans l'ordre, pardon, je pense que... Oh, tu peux me tutoyer. Hein, Merci beaucoup, la synagogue apprécie. Pour te répondre dans l'ordre, dans un premier temps, déjà, un Darknet Market, on pourrait définir ça comme étant un marché sur le Darknet, donc qui est un Internet parallèle, un Internet que tu ne vois pas, mais qui en réalité est accessible en 4-5 clics avec une application qu'on ne va pas dévoiler ce soir quand même, par mesure de sécurité. Et concrètement, dessus, tu peux vendre ce que tu veux. Bon, après, tu peux te faire attraper, bien sûr, mais c'est ça que, majoritairement, en gros, les marchés du Darknet vendent des choses. Alors, ça peut être de la drogue, ça peut être des outils informatiques, ça peut être de la contrefaçon, ça peut être énormément de choses, en fait. Tout ce qu'on ne vendrait pas sur l'Internet classique. Okay. Là-dedans sont apparues les crypto-monnaies et la nécessité, parce qu'en fait, on a essayé de faire des systèmes de paiement le plus anonyme possible, le plus discret qui soit, sans implication personnelle dans le paiement. Donc, à mon époque, ce qui existait énormément, c'était bien sûr le Bitcoin et surtout le Monero. Le Monero, donc XMR pour ceux qui connaissent, et aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé toujours sur le Darknet. On préfère même encore de nos jours le Monero au Bitcoin, puisque cette idée, un petit peu ce faux rêve du Bitcoin anonyme, au fil des années, c'est un petit peu estompé. Et les gens ont réalisé qu'en fait, la blockchain, c'était juste un portefeuille ouvert, traçable par n'importe qui. C'est ça, c'est même l'inverse en fait. Voilà, exactement. Donc, les gens du Darknet se sont plutôt esquivés du Bitcoin pour favoriser le Monero et notamment le Zcash aussi. Donc ça, cette transition, on l'a déjà observé aujourd'hui du Bitcoin sur le Darknet. C'est plus rare, on en trouve encore un petit peu, mais c'est surtout Monero, Zcash ou divers actifs dont le rôle est vraiment l'anonymat. Exactement. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça a évolué? Tu disais, au démarrage, c'était le Bitcoin, puis le Monero, ça servait énormément au dark web, etc. Comment ça a évolué? Alors, j'aime penser que les criminels sont souvent les pionniers de plein de choses. Alors, parfois du mal, mais aussi parfois du bien. On disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qu'Internet était aussi pareil, utilisé par les criminels, par... les gens qui voulaient esquiver les services. Oui, on appelait ça le Far West. Ouais. Exactement, le grand Far West d'Internet. On a eu les mêmes comparaisons avec le Bitcoin. Alors, c'est vrai, il faut dire la vérité, les crypto-monnaies ont eu et ont toujours une utilité sur les plateformes du Darknet, mais néanmoins, ce n'est pas la fonction primaire des crypto-monnaies. C'est ce qui, certes, a un petit peu mis de la lumière sur la chose. Quand on a vu, par exemple, un député américain qui, sur Silk Road, qui était le tout premier marché du Darknet, commande de la drogue et le monte devant le Sénat en disant « Regardez, avec de la crypto-monnaie, j'ai acheté ça ». Bien évidemment, les crypto-monnaies, ça va forcément amener une image néfaste sur elles, alors que pourtant, c'est juste un moyen. En fait. Oui, alors qu'il aurait pu le faire avec le même poignet de dollars. Voilà, au final, c'est juste un outil, c'est comme un marteau. Un marteau, je peux planter un clou, construire une maison, c'est très bien. Je peux aussi te mettre un grand coup dans la tête avec, ça l'est un peu moins. Donc, il faut juste relativiser. Et comment est-ce que ces activités illicites ont évolué? On utilise toujours les cryptos pour ça. Ça représente une part significative de l'économie. Et première question. Et la deuxième question, c'est le Darknet, ça ne sert que pour des choses illicites, des places de marché, ou ça sert aussi pour autre chose? Alors, déjà pour vous répondre sur cette question, le Darknet, avant tout, c'est aussi un moyen de rendre anonymes les communications. Aujourd'hui, la plupart des communications qu'on entreprend ne sont pas chiffrées. Donc, elles ne sont pas chiffrées de bout en bout, ce qui veut dire qu'elles peuvent, entre guillemets, être interceptées et donc être lues par plusieurs personnes, d'autres parties en tout cas que ce que vous vouliez. Le Darknet empêche cela. Concrètement, les journalistes utilisent le Darknet, vous avez des investigateurs qui l'utilisent, vous avez des enquêteurs, énormément de personnes l'utilisent sans but criminel, sans aucun. Excusez-moi, je suis navré.
Donc ça, c'était la deuxième question. La première, c'est où est-ce qu'on en est de cette dimension illicite du darknet et de l'usage des crypto-monnaies là-dedans. Est-ce qu'on sait le quantifier et est-ce que toi, tu as pu voir des évolutions là-dedans? Alors, c'est très minime maintenant. Aujourd'hui, faut réaliser que les crypto-monnaies, c'est plus ce que c'était il y a 4-5 ans où on en parlait et les gens étaient un petit peu suspicieux. Maintenant, si on regarde, il me semble, la partie des jeunes aux États-Unis, ils préfèrent investir dans les crypto-monnaies plutôt que dans les stock markets traditionnels. Ça en dit long, en fait, sur la numérisation de cette société et surtout de notre jeunesse. Ils comprennent, en fait, qu'ils ont un accès rapide à ça. Ils sont pas obligés de perdre comme ils ont perdu avec les stock markets où forcément il n'y avait pas cet enseignement, c'est plus compliqué. L'accès est beaucoup plus compliqué au final que les crypto-monnaies. Mais pour répondre à votre question, la part des crypto-monnaies dans l'écosystème du Darknet, aujourd'hui, elle est importante puisque c'est le moyen de paiement. Mais par rapport à l'écosystème crypto, c'est rien du tout. C'est ridicule. Oui, c'est ça. C'est une toute petite part, exactement comme n'importe quelle organisation criminelle qui représente finalement un pan de l'économie, mais qui, au regard de l'économie globale, est assez marginal. Alors, la semaine dernière, on a reçu le représentant français de Chain Analysis sur ce plateau. On a naturellement évoqué les sujets de traçabilité et d'anonymisation. On a parlé de Monero, Zcash que tu as évoqué, etc. Est-ce que c'est toujours aussi anonyme que ça l'a été? Est-ce qu'à un moment, ça va finir par devenir traçable? C'est quoi l'évolution de ces technologies demain? Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, donc ça va être un petit peu long comme réponse, mais je pense que malheureusement, les gens n'accordent pas suffisamment d'importance à la vie privée et à leur vie privée en général. Ils ont tendance à accepter les conditions générales d'utilisation et vendre leur data au diable. Je crois que là, on va commencer à rentrer dans le cœur de notre sujet. Ouais. Justement, j'allais y venir. La privacy, la vie privée, pardon, la vie privée dans l'écosystème crypto, ça a toujours eu une énorme part. Malheureusement, j'ai l'impression que les institutions qui détiennent l'autorité ne sont pas forcément très d'accord avec ça. Je pense notamment à Tornado Cash. C'est quand même l'une des premières fois qu'un développeur se fait arrêter pour son code et se retrouve emprisonné. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de nouvelles sur la situation. Certes, Tornado Cash a pu faciliter les activités de certains criminels, mais avant toute chose, c'était quand même quelque chose légal et qui partait d'une bonne intention et qui en fait a été détourné de son utilisation primaire. Maintenant, pour vous répondre sur le Monero et le Zcash, si on part du principe que les institutions qui détiennent l'autorité restent dans cette vision-là, j'ai du mal à penser que ça puisse s'intégrer dans notre système. J'ai tendance à penser que le Monero, justement, sera continuer d'être utilisé pour déplacer de l'argent anonymement, pour envoyer de l'argent d'un côté à l'autre de la planète sans révéler les identités de ces deux personnes. Ça sera plus ça, je pense. Et pour aller en fait, après cette question-là, c'était aussi de dire finalement, Bitcoin était utilisé 2012, 2013, 2014 sur ces places de marché parce que les acteurs qui l'utilisaient pensaient justement que Bitcoin était anonyme. Plus tard, on s'est rendu compte que, en fait, non, parce que maintenant, on comprend cette techno, on sait que finalement, elle n'est pas anonyme, elle est pseudonyme et c'est assez facilement traçable. Aujourd'hui, du coup, on se dit, OK, par contre, les cryptos anonymes, c'est plutôt Monero, Zcash, mais la réalité, c'est pas est-ce qu'elles sont pas anonymes aujourd'hui, mais que demain, avec les avancées technologiques, on aura peut-être des outils qui permettra de les tracer Alors, pour te répondre très concrètement, si aujourd'hui, tu prends 100 000 € en Monero et tu les envoies sur une plateforme type Binance, type Kraken, et dessus, tu as fait ton KYC, donc ton KYC, et que tu as déclaré ton identité, tu n'es pas anonyme, tout clairement. On est d'accord. En revanche, si tu utilises un wallet externe, que tu as ce qu'on appelle des bonnes notions d'OPSEC, de sécurité opérationnelle, tu peux quand même rester encore dans la vie privée avec le Monero. Mais j'ai tendance à penser qu'à un moment, il va falloir faire un choix entre est-ce qu'on accorde une véritable importance à ces projets-là et on les intègre dans l'écosystème, ou alors est-ce qu'on les laisse de côté, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe notamment sur le Monero. Et de toute façon, je pense que ça va d'ailleurs bousculer des questions qui vont au-delà de la tech et qui sont plus idéologiques que technologiques ou financières. Ouais, on rentre finalement là dans le deuxième volet de questions qu'on avait pour toi. C'est tout ce qui touche autour de la vie privée, de la préservation de la vie privée, parce que la vision que tu as de ce hacking, d'être hacker, c'est aussi de faire de l'évangélisation autour de la protection de nos vies privées à tous.
Personnellement, ce que je prône, c'est le développement de la conscience numérique, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe quand tu vas faire un clic, quand tu vas accepter sur les conditions d'utilisation, quand tu vas faire un post, et en fait réaliser le monde dans lequel tu vis. Et réaliser que quand tu écris un message sur Facebook, même si tu ne l'envoies pas, tout est enregistré, que de toute façon, tout est enregistré, qu'aujourd'hui, tu deviens le produit de l'algorithme, en fait. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu recherches et de ce que tu consommes, l'algorithme va te hacker et va te craquer et va pouvoir te délivrer un contenu qui va forcément t'intéresser. Donc, la seule question que je me permets d'évoquer, c'est il y a ceux qui utilisent leur téléphone, ceux qui sont utilisés par leur téléphone. Est-ce que tu es esclave ou est-ce que tu es maître du truc? En fait, dis-moi si je me trompe, mais c'est l'expérience Cambridge Analytica qui met ça en valeur. C'est ça qu'il a illustré au monde. Absolument. C'est ça qu'il a dévoilé au monde. Tu vas nous réexpliquer en 3 mots ce que c'est, ou tu prendras le temps d'ailleurs que tu veux. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a manipulé des masses, qu'on a profilés sur Facebook pour les faire voter selon ce qui intéressait. Alors, soit les candidats du Brexit au Royaume-Uni, soit Trump aux États-Unis. Soit qui a permis de faire élire Donald Trump aux États-Unis. Pour être très exact, le but de Cambridge Analytica, donc c'était ça, mais c'est principalement en fait de convaincre. C'est-à-dire qu'avec les études qu'ils ont réalisées, on a vu qu'il fallait moins de 6 mois, avec 4 heures d'exposition quotidienne sur les réseaux sociaux, pour potentiellement faire changer de bord politique un individu ou convaincre quelqu'un qui n'était pas encore décidé. Alors, c'est ça qui est absolument passionnant. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire que quand on met des informations sur des réseaux sociaux, ces informations... alors, tu nous diras quel degré d'anonymat on conserve ou pas, mais nous permettent à ces réseaux sociaux de nous profiler, de voir quelles sont nos faiblesses et éventuellement de voir quelles capacités ils ont à nous faire changer d'avis. Oui, tout à fait. Et c'est là où tu dis on devient finalement le produit de l'algorithme. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement franc avec nos réseaux sociaux, avec nos outils et nos téléphones, qu'on leur donne les clés pour nous comprendre. Eux, vous croyez qu'ils ne vont pas l'utiliser ? Vous croyez vraiment qu'ils vont simplement juste laisser passer ça? C'est une mine d'or, c'est comprendre l'être humain. C'est pour mieux, après, le hacker, lui vendre des choses, ou alors lui vendre une idéologie politique. C'est très simple. Et en fait, on ne peut pas en vouloir aux gens puisqu'ils ne sont pas éduqués là-dessus. S'ils ne sont pas éduqués là-dessus, alors moi, je ne prétends pas pouvoir les éduquer, je suis juste le messager de la chose, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait au moins informer les gens là-dessus, que le contenu qu'ils voient, en fait, ils le voient pour une certaine raison. Et il faut comprendre ça et ne pas être esclave de l'algorithme. Et dernière question avant de repasser la parole à Thibaut, mais c'est quoi le lien avec le hacker là-dedans? C'est-à-dire qu'on comprend bien que tu veux être le messager de ça, mais en quoi ça fait de toi un hacker et d'ailleurs pas peut-être un lanceur d'alerte, ou est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Personnellement, je me considère comme les deux, c'est pas la même chose. Moi, ce qui s'est passé, c'est très simple. J'ai eu un passé donc, dans le cybercrime. Ce que je faisais principalement, c'était de récupérer des bases de données donc sur des sites qui sont vulnérables. Et dans les fameuses bases de données, vous avez les informations des personnes. C'est-à-dire que quand vous vous enregistrez sur un site, vous laissez votre nom, votre prénom, votre carte de crédit, les numéros de téléphone, les adresses, tout ça, ça va quelque part dans la base de données. Après, ces données, tu les vends. Des gens vont l'exploiter, vont faire du spam, vont essayer de voler vos comptes, de faire tout un tas de choses. Mais moi, j'étais en haut de la chaîne dans le sens où je vendais la donnée. Pour vous répondre maintenant, j'ai été obligé de changer de camp parce que je voulais m'intégrer dans le vrai système. J'ai essayé de faire Sciences Po Paris. J'ai été recalé 1 fois, 2 fois, puis j'ai hacké l'école. Puis ils ont promis qu'ils allaient ne pas porter plainte et qu'on pouvait discuter. Puis ils ont porté plainte. Puis je me suis fait arrêter. Donc en fait, moi, on ne m'a pas laissé de choix et Sciences Po a créé Rabin des Bois. J'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre qui a très bien marché, puis un deuxième, puis un troisième qui est bientôt, l'année prochaine, sortira. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, je ne suis pas une victime de la situation, bien au contraire, je ne pense pas, mais c'est eux qui m'ont créé, très clairement. Moi, ça m'allait très bien de faire Sciences Po Paris, après tenter l'ENA, et de faire partie des grands méchants. Mais le monde en aura voulu autrement. Il y a 2 notions que tu as évoquées. Alors là, on a parlé beaucoup de conscience numérique. Il y a aussi une chose que tu abordes qui est l'hygiène numérique. C'est quoi la différence entre les deux Vas-y. L'hygiène numérique découle d'une bonne conscience numérique. L'hygiène numérique, typiquement, c'est ne pas utiliser les mêmes mots de passe partout. Pourquoi? Parce que si jamais tu utilises un site, une plateforme, n'importe quoi, tu as un mot de passe, cette plateforme se fait hacker. Ton mot de passe que tu utilises donc partout se retrouve maintenant dans les mains d'une personne malveillante. Donc lui, il peut très bien après essayer de se connecter avec les informations qu'il a eues sur la première plateforme, sur d'autres. Donc ça, c'est un exemple tout bête, mais
ne pas avoir les mêmes mots de passe, utiliser une clé de sécurité. Donc, typiquement, les YubiKeys, c'est des vérifications physiques à 2 facteurs pour être sûr que c'est bien vous qui vous connecte. Et après, c'est des choses d'ordre général. Moi, typiquement, aujourd'hui, si vous voulez vous exprimer sur les réseaux sociaux, ne mettez pas vos vrais noms et votre vrai prénom. Ne dévoilez pas votre identité. Ça n'a aucune utilité de faire ça. Si vraiment c'est un message que vous voulez amener, restez anonyme. Et justement, dans la société qu'on est en train de créer, parce que justement, on a une société qui va un petit peu à l'opposé de toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que réellement, c'est possible encore d'éduquer les gens sur ça, ou il y a déjà trop qui a été fait, ça va être très compliqué d'inverser la tendance? Hum, C'est une réponse très compliquée, en fait, déjà parce que je suis incapable de savoir ce qui va se passer, malheureusement, et on va devoir le vivre ensemble, messieurs. Mais j'ai foi dans cette jeunesse, quand même, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire plein d'events, de rencontrer pas mal de monde avec Rabin des Bois, et je me rends compte que les jeunes comprennent ça, quand même. C'était la question d'après, ouais. Justement parce que dans une société qui est de plus en plus digitalisée, autant effectivement les générations qui sont au-dessus des nôtres, bah, pour eux, ce sera beaucoup plus compliqué de revoir la copie parce que ça implique tout un circuit de démonter tout ce qu'ils ont construit pour pouvoir se projeter. Autant les jeunes générations grandissent avec ces outils. Alors, est-ce que j'ai l'impression que par contre, dans la jeune génération, c'est un extrême ou un autre. Soit elles ont très conscience de la chose, soit pas du tout et elles sont dans l'extrême des réseaux sociaux et là, c'est beaucoup plus problématique. Soit c'est un produit de l'algorithme et le petit à 18 ans, il veut rouler en Urus et gagner 300 000 par mois et vivre à Dubaï. Soit c'est l'inverse et au contraire, ça le dégoûte et il va avoir tendance à je sais pas, à faire autre chose en tout cas. Mais tout à fait, il y a une polarisation, mais d'ailleurs ça c'est une conséquence en fait de la digitalisation de notre société, c'est la polarisation de absolument tout. Que ça soit la politique, que ça soit n'importe quel sujet de société, tout le monde est polarisé. Il n'y a plus de juste milieu, il n'y a plus de véritable, comment dire, il n'y a plus de parcimonie en fait. Genre dans un camp comme dans l'autre, tout est extrême. Et au-delà des individus, moi, ce que je constate, parce que du coup, nous, dans notre métier, on est confronté à plein de sujets autour de la sécurité informatique. Mais quand je discute du coup avec d'autres chefs d'entreprise qui sont dans d'autres secteurs d'activité, on constate que il y a les mêmes sujets, les mêmes problématiques en fait. Et autant à l'échelle d'un individu, c'est problématique, mais finalement, les conséquences, elles sont assez limitées en termes de surface d'exploitation. Par contre, quand on parle d'une entreprise ou d'une grande entreprise, ça peut tout avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Est-ce que tu trouves que les entreprises sont plus éduquées ou pas forcément? Petit à petit, ça commence. Là, quand on voit que Uber se fait hacker par un jeune Britannique de 16 ans dans sa chambre, alors que 2 semaines avant, il avait hacké Rockstar Studio, qui est en gros GTA 6. Bon, il y a un moment où il a 16 ans, il est dans sa chambre. Uber, c'est une société qui est censée être valorisée des milliards. À quel moment, en fait, est-ce qu'on dit, bon, on va mettre des fonds sur la cybersécurité, on va former les gens, on va avoir le matériel nécessaire? Bientôt, je pense. Je pense que plus il se passe justement des ransomware comme ça, on a vu notamment aussi dans un hôpital, en Essonne, dans le 9-1, il y a eu un ransomware qui a été propagé. Je pense que petit à petit, les gens vont commencer à comprendre ça et que d'ici 5-10 ans, il y aura déjà bien plus d'argent dans cette industrie. Mais est-ce que c'est pas finalement l'éternelle course contre la montre? On met de plus en plus d'argent pour de mieux en mieux sécuriser, mais les outils dont disposent les hackers et les lanceurs d'alerte, et je veux bien qu'on revienne sur la différence entre les deux tout à l'heure, ne s'améliorent pas aussi avec le temps. En fait, c'est l'éternel jeu de course de chat et de la souris entre les voleurs et le commissaire de police auquel on jouait dans la cour de récré. Il y a de ça, effectivement, sauf que le crime évolue. Le crime est en train de passer de la rue au clavier. Et donc, concrètement, s'il passe de la rue au clavier, c'est plus le chat et la souris, mais c'est le lion et la gazelle, ou une autre analogie. Il faut juste que les gens comprennent ça. Il faut réaliser aujourd'hui que le braqueur de banque, en fait, il n'a pas besoin d'un pistolet, il a juste besoin d'un clavier et d'une souris. Ça s'arrête là. Et moi, ce qui me chagrine, entre guillemets, un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup de la conscience numérique et donc le fait de comprendre ce qui se passe. Mais pour revenir à la crypto, on est confronté à un autre problème, c'est l'éducation financière qui n'est pas forcément non plus très évoluée non plus. Donc ça veut dire que là, tu ouvres un monde où tu as 2 briques qui sont très difficiles aujourd'hui à comprendre et sur lesquelles les gens n'ont pas confiance, très fragiles. Et ça, il y a du boulot à faire là-dessus. Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit la fragilité des connaissances financières des gens et que tu rajoutes à ça la possibilité de se faire hacker, il devient assez facile de leur proposer de faire des placements malsains et de partir avec leur cash. Et il y a la fragilité, il y a aussi le avoir conscience de cette fragilité, parce que si c'est fragile et que tu le sais, bah, tu fais attention, mais si c'est fragile et que tu le sais pas, bah, potentiellement tu vas te brûler les doigts beaucoup plus facilement, et ça c'est un problème. Ouais, alors on revient sur ma dernière question. C'est quoi la différence entre le hacker et le lanceur d'alerte, et qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, et comment est-ce que toi tu participes à cet univers-là? Alors, je pense qu'on peut être l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Personnellement, je me considère comme les deux. Lanceur d'alerte, c'est un grand mot quand même, puisque j'apporte juste un message à la table. J'apporte juste une autre vision. Vous avez Bourdieu, vous avez le produit de son environnement, le classicisme, justement les faits que les gens n'ont pas de connaissances aussi financières, c'est ce dont tu parlais, Thibaut, parce qu'à l'école, on ne t'apprend pas. On ne t'apprend pas à devenir riche, on ne t'apprend pas à gagner de l'argent. Donc en fait, pour moi, ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau est en train d'arriver avec ce dont je parlais. Je suis juste un messager. Lanceur d'alerte, vous avez des gens comme Julian Assange, par exemple, qui dévoilent des strikes des USA en Irak sur des civils ou des journalistes. Ça, il lance une alerte. Quand Snowden révèle que en fait, la NSA utilise ses 70 milliards de budget annuel pour, attention, espionner la planète entière, y compris nos présidents, ça, c'est un lanceur d'alerte. Je n'irai jamais me mettre à leur niveau-là. Moi, je suis juste un messager. Je suis Hermès, au mieux. Oui, tu expliques que ça existe et qu'il faut faire attention, s'en prémunir. En fait, effectivement, ça revient à la question que tu posais tout à l'heure sur l'hygiène numérique. C'est attention, préservez-vous et préservez vos datas de l'usage qu'on peut en faire. Et quand vous vous promenez sur le web, où que ce soit, vous laissez des traces. Et à un moment, ces traces peuvent se retourner contre vous. Bien sûr, vous êtes en train de vous cloner. Vous clonez numériquement. Vous donnez tout ce que vous pensez véritablement, ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce qui vous angoisse, ce dont vous rêvez. Vous le donnez, en fait. Vous le donnez à des plateformes qui, après, vont utiliser cette data pour vous vendre une idéologie ou alors des produits. Donc, pourquoi faire ça? Juste autant comprendre la chose, comment ça fonctionne, esquiver la chose. Ne devez pas un produit... Enfin, je sais pas, ça me... Oui, absolument. Ne devenez pas vous-même le produit. Ouais, voilà, exactement. Ne devenez pas vous-même le produit. On arrive presque au bout. Si tu pouvais revenir, tout à l'heure, tu l'as abordé, des petites notions élémentaires qui sont applicables très facilement par tous les gens qui nous écoutent. Ne pas utiliser le même mot de passe partout, avoir une double authentification. Si tu avais comme ça 2-3 petits tips qui sont très facilement applicables, que chacun peut faire sans grand effort et qui permettent déjà de passer à l'étape d'après en termes de sécurité. Déjà, lire mes livres. Promo sauvage, vous êtes pare-choqués, excusez-moi pour ces manières, la synagogue s'excuse. Navré. Dans un second temps, donc, comme on le disait, ne pas utiliser les mêmes mots de passe partout. Et je pense que ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a d'intelligent, c'est de faire de la compartimentalisation. Je m'explique. Si, par exemple, vous faites de la crypto-monnaie, faites une adresse email qui sera destinée à ça, avec peut-être plusieurs adresses email pour plusieurs plateformes, de façon à pouvoir vous sécuriser, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier au cas où. Ce qui est ultra important quand même, c'est de comprendre que dans le hack, il y a une chaîne et que tout part en fait de quelque chose que vous ne pouvez pas forcément contrôler, qui est est-ce qu'une base de données va se faire hacker dans laquelle vos données se trouvent. Auquel cas, vous êtes entre guillemets en danger. Vous êtes même en danger, il n'y a pas de guillemets. Ce que je vous conseille de faire, qui est pour moi le niveau ultime de sécurité et ce que tout le monde devrait faire et ce qui est obligatoire dans certaines boîtes comme Google, Facebook ou Apple, c'est la clé de sécurité physique dont on parlait tout à l'heure, Thibaut, qui en fait... Admettons que moi, j'ai votre mot de passe, que j'essaye de me connecter sur votre compte Binance, par exemple, Kraken ou qu'importe, ou Coinbase. Si j'ai votre mot de passe et qu'il n'y a pas de vérification à deux facteurs, je me connecte. Avec la vérification à deux facteurs par téléphone, vous recevez un SMS. Mais avec la clé physique, vous devez entrer la clé dans le téléphone ou dans l'ordinateur pour vous connecter. Ce qui veut dire que sans la clé, personne ne peut se connecter, qu'on ait votre mot de passe ou pas. Donc, c'est une couche de sécurité et un niveau de sécurité qui est au-dessus du mot de passe classique. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait utiliser. Oui, et c'est d'ailleurs probablement toute la difficulté de la chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience, et ça, je crois qu'aujourd'hui, on a tous conscience du fait qu'on peut se faire hacker. Mais derrière, à côté de la conscience, il faut accepter la contrainte. Exactement. C'est-à-dire la contrainte de créer ces plusieurs adresses mail, la contrainte de mettre ces cryptos dans une ledger, la contrainte d'avoir ces clés physiques qui permettent de s'identifier. Donc finalement, tout est plus facile sur le web, mais si on veut se préserver, il faut rentrer dans un univers de contraintes. Mais en fait, il faut juste
tout simplement changer de spectre et d'état d'esprit. Ouais. Ce qu'on applique dans le monde réel, entre guillemets, l'appliquer aussi à ce monde digital. Quand vous avez de l'argent liquide chez vous, vous ne le laissez pas sur la table à la vue de tous. Vous allez peut-être le ranger dans des endroits différents et vous n'allez peut-être pas tout mettre au même endroit, vous allez en mettre un peu partout. En fait, c'est juste la même chose. C'est juste appliquer ce qu'on fait au quotidien. C'est du bon sens. Pour la plupart des choses, c'est du bon sens. Je suis d'accord avec toi. Sauf que dans l'univers physique, on a facilement conscience de ce bon sens et de ses contraintes. Et c'est vrai que dans l'univers virtuel, c'est plus difficile d'avoir conscience de ces contraintes. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont tout fait pour qu'on pense comme ça. Parce que la réalité de la chose, c'est que aujourd'hui, Internet et la digitalisation de notre société, avant toute chose, c'est un gain de temps. Tu veux pas te souvenir en fait de l'anniversaire de ton oncle, de ta grande-tante, de l'arrière-grande-tante. Tu veux que Facebook t'envoie une notification pour te le dire. Tu veux pas prendre ton téléphone et composer un numéro pour appeler un taxi. Tu veux faire 3 clics et qu'il y a Uber en bas de chez toi. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné tellement de gains de temps, de trucs, de machin, que maintenant on est des assistés. Et la moindre difficulté et contrainte nous paraît difficile à surmonter. Bon, je crois que c'est un très très bon mot de conclusion. Il y a encore beaucoup à dire, mais on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Rabin des Bois, d'être venu partager ton expérience extrêmement riche sur ce plateau. Je te pose pas la question de savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, qui normalement est mais au travers de tes livres, probablement. Vous pouvez me retrouver déjà en librairie, à la Fnac, sur Amazon, sur mes 2 livres, sur ma chaîne YouTube également. Vous pouvez également me retrouver pour les plus chanceux d'entre vous à la synagogue de Sherwood. Vous allez vous perdre, demandez à Petit Jean. Mais voilà. Bon, on espère sincèrement que ce sujet vous aura intéressé autant que nous. Et si vous avez déjà été confronté à cette problématique, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Merci beaucoup, Thibaut, de nous accompagner de ton éclairage chaque semaine. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant de nous retrouver sur le plateau de BFM Business, vous pouvez retrouver Parlons Crypto sur notre chaîne YouTube Parlons Crypto, l'émission, chaîne à laquelle, évidemment, vous n'oublierez pas de vous abonner. À bientôt.